La Russie n'a pas de vraie influence sur l'Iran. Les Russes ne peuvent pas ordonner les Iraniens signer ou ne pas signer l'accord. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine de géopolitique régionale hebdomadaire intitulé Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette semaine un double thème de réflexion concernant à la fois le déroulement de la guerre en Ukraine et le couplage de ce conflit avec le bras de fer diplomatique qui a lieu en ce moment depuis à peu près 11 mois à Vienne entre les grandes puissances et l'Iran pour déboucher, semble-t-il, d'après certains commentateurs de manière imminente aujourd'hui, vers un accord nucléaire qui renouvellerait partiellement le fameux accord de 2015 qui avait été dénoncé par l'administration Trump en 2018. Alors, avec nous en ligne pour en parler, Alexandre Grimberg. Bonjour Alexandre, bonjour et shalom. Bonjour, Richard, comment allez-vous? Eh bien, Alexandre, je rappelle que vous êtes expert en affaires iraniennes, capitaine de réserve au département des recherches des renseignements de Tsahal et aussi diplômé de l'université hébraïque de Jérusalem en études du Moyen-Orient et islamique ainsi qu'en langue et littérature arabe. Alors, pour rentrer dans Aussi, je suis originaire de Moscou. oui, C'est ça c'est important essentiel. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, puisque premier pan de notre, avant de parler justement de ce qui se passe à Vienne, je voulais saisir l'occasion de votre expertise justement concernant la Russie et aussi le fonctionnement de l'armée russe pour vous poser une question d'actualité à brûle-pourpoint. Il semble que, alors qu'on a presque atteint les 2 semaines de combat en Ukraine, eh bien, les plans de Poutine et le planning qu'il avait donc imposé à son armée pour entrer en Ukraine n'ait pas été exactement observé et respecté, contrairement à ce qu'a dit Poutine ce samedi 5 mars lors de la visite assez historique du Premier ministre Bennett à Moscou, où Poutine lui a déclaré que tout fonctionnait bien selon évidemment son planning. Il n'allait pas le dire le contraire, mais il semble que les choses sur le terrain soient tout autres et que l'armée russe ait eu donc du mal à tenir ses délais. Alors, comment vous expliquez, vous, qui connaissez bien les rouages de l'armée russe, comment vous expliquez ce coup raté d'une certaine manière, même si aujourd'hui il semblerait que Poutine mette la gomme pour rattraper son retard, mais qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors pourquoi ? Et pourquoi? La première raison est assez simple, c'est-à-dire Poutine, c'est quelqu'un qui vit dans un écosystème clos ou qui croit sa propre propagande. S'il est bien possible qu'il a cru que voilà, en effet, on ne fait que dénazifier l'Ukraine, c'est-à-dire l'objectif russe est simplement de détrôner le régime de Zelensky et le remplacer par un autre régime pro-russe. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas occuper l'Ukraine ou quelque chose dans ce genre. Mais ces calculs a échoué parce que les forces russes rencontrent la résistance féroce des combattants ukrainiens, aussi de l'armée que de simples citoyens. Il faut aussi tenir en compte que l'armée russe est en fait la même armée soviétique qui est très inefficace et elle ne sait pas manœuvrer. Et la qualité de l'infanterie ordinaire russe reste à désirer, ce n'est que la chair au canon. Mais les Russes, quand même, ont des masses et la puissance de feu. C'est vrai que les pertes russes sont énormes, mais on ne peut pas dire que cela empêche, en fin de compte, l'avancement de forces russes. Par exemple, ils ont déjà occupé Kherson, c'est une ville très importante aussi pour l'histoire juive de Chabad. La ville se trouve à l'estuaire du fleuve Dniepr. Et quiconque qui contrôle le Dniepr contrôle aussi la navigation fluviale à travers l'Ukraine parce qu'il s'agit
dans le fleuve qui traverse l'Ukraine. Donc, les Russes peuvent, en principe, couper l'Ukraine en deux et encercler toute l'Ukraine orientale, et à condition qu'on ne sait rien sur leur planning final. Est-ce qu'ils veulent vraiment occuper toute l'Ukraine, y compris l'Ukraine occidentale, Lviv, le Lemberg, à côté de Pologne. Mais oui, il faut aussi tenir en compte que l'inefficacité, les soldats russes, la majorité de soldats russes ne savaient même pas qu'il irait entrer dans la guerre. On ne leur a rien dit et ils se sont trouvés en Ukraine sans rien savoir. Tout ça est vrai, mais si tout cela peut déjà sonner les glas pour l'avancement russe, je n'en suis pas sûr du tout. Et c'est vrai aussi qu'en même temps, la Russie est en train de devenir une vraie dictature, il y a une censure. Interne, oui. Censure interne, mais il s'agit d'une vraie censure. On a fermé presque tous les médias libéraux indépendants et il est interdit de propager de fausses nouvelles, fake news, sur l'opération anti-nazie. Il n'y a pas de guerre. Ici, il n'y a pas de guerre, il n'y a qu'une opération militaire où il y a quelques pertes. Le ministère de Défense russe a reconnu qu'il y a 400 à peu près 450 soldats tués, oui. Soldats tués, mais voilà, il n'y a aucune guerre et voilà, ça se continue et Israël doit s'apprêter à accepter possiblement 100 ou 200 000 des juifs ukrainiens et possiblement aussi des juifs russes parce qu'il faut quitter maintenant la Russie avant que ce soit trop tard parce qu'en principe on peut aussi interdire de quitter le pays. Oui, alors pour en revenir justement à ce link qui a été établi ce dernier week-end, samedi, par le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, qui a demandé aux États-Unis, au cas où on s'acheminerait ces jours-ci ou d'ici quelques temps, assez bref, vers un accord avec l'Iran, qui a justement fait le link entre le conflit en Ukraine et pour parler de Vienne, qui dure, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 11 mois, ce qui est assez long. Eh bien, Lavrov a demandé à ce qu'au cas où on arriverait à un accord, eh bien, la Russie soit exemptée de sanctions occidentales, américaines, en ce qui concerne ses relations avec l'Iran. Alors, dans ce contexte où le link, en fait, a été établi par les Russes, qui d'ailleurs, depuis quelques semaines, faisaient mine d'aller de pair avec les Américains pour faire progresser les pourparlers, alors qu'ils s'occupaient derrière les coulisses, si je puis dire, ou dans les coulisses, ils s'occupaient de préparer l'invasion de l'Ukraine. Eh bien, est-ce qu'on va assister, d'après vous, à une nouvelle capitulation occidentale à Vienne, d'autant que les USA veulent en finir avec ce dossier qui leur colle au doigt, et donc pour se consacrer à la lutte économique et géopolitique contre la Chine, ou bien l'administration Biden, d'après vous, aura le courage de se ressaisir en redressant la tête, on peut dire, face à l'Iran, après son inaction et sa quasi-déroute face à l'invasion en Ukraine. Est-ce qu'il va y avoir un sursaut occidental et américain ou au contraire, une capitulation pour en finir avec ce dossier du nucléaire iranien, d'après vous? Bon, je n'ai nulle intention de vaticiner et prévoir qu'est-ce qui va passer parce que justement, les dernières événements enseignent nous tous l'humilité. On ne peut pas prévoir ce qui va passer, mais selon ce que je vois, j'ai du mal à imaginer un sursaut occidental après ce comportement américain manquant à tout leadership. Et c'est bien possible que Biden va capituler sur tous les fronts, mais il faut aussi tenir en compte que la Russie n'a pas de vraie influence sur l'Iran.
ce qui est important à savoir, c'est-à-dire les Russes ne peuvent pas ordonner les Iraniens signer ou ne pas signer l'accord. Ce n'est pas cela la nature des relations entre l'Iran et la Russie, mais les Russes, objectivement parlant, si cela existe, ne veulent pas l'exemption des sanctions vis-à-vis le pétrole iranien parce que la Russie et l'Iran sont concurrents sur le marché pétrolier. Absolument. C'est-à-dire ce n'est pas confortable pour les Russes d'être sous les sanctions pétrolières ou gazières, et tandis que, c'est-à-dire si cela, ce qui pourrait se dérouler, c'est le scénario suivant. Si les Occidentaux et les Américains sont sérieux en leur intention de se détacher de dépendance du robinet gazier et pétrolier russe, alors c'est très bien de faire un accord avec l'Iran pour avoir le pétrole iranien. C'est bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué en réalité de ma représentation, mais c'est possible. Mais dans ces cas-là, les Russes ont tout l'intérêt de créer ces liens entre l'accord iranien et leur propre position. Et en général, aussi, toute cette activité des sanctions, elle est faite sans une vraie méditation stratégique. Quel but veut-on atteindre et est-ce que c'est possible, disons, que ces sanctions influencent la prise de décision russe? À mon humble avis, c'est impossible. Et au lieu de se focaliser comment est-ce qu'il c'est possible d'aider l'Ukraine, on se focalise à Washington sur les moyens de punir la Russie. Peut-être les sanctions auront un impact sur l'économie russe. Oui, c'est là sans doute. Oui, ils auront l'impact grave sur l'économie russe. Mais il faut comprendre une fois pour toutes que la Russie ne fonctionne pas selon le calcul économique. Ça n'existe pas. La Russie n'est pas l'Amérique et encore moins la France. Et peut-être ça va influencer, mais dans quelques mois, en entre-temps, l'Ukraine va... On ne sait pas où elle aura dans quelle situation... Elle sera dans quelques... On aura sur le terrain dans un mois. Mm-hmm. Alors justement... Oui. Mais alors justement... Et l'idée même, en général, l'idée même que quelqu'un, des oligarches, qui n'existent plus, il n'y a plus d'oligarches indépendants, ça n'existe plus, c'est impertinent. Et que quelqu'un va dire à Poutine, arrête, c'est trop grave. Ceux qui le disent, promouvent cette idée, sont ignorants par rapport à la Russie. Mmh. Alors, justement, à propos de ce link-là qui est quand même très préoccupant, parce que il s'avère que c'est très sophistiqué la manière dont les Russes ont préparé cette offensive et puis en même temps ont bien vu que ça allait avoir un impact sur ces pourparlers de Vienne. Il y a ces derniers jours, un ancien haut responsable au département d'État américain qui a travaillé longtemps pendant l'administration de Trump sur le dossier iranien, qui s'est fait expliquer par des collègues à lui du département d'État, qui maintenant, eux, travaillent avec, évidemment, l'administration Biden, qu'on va à Vienne vers ce qu'ils ont appelé, en se confiant donc à cet ancien, conseiller de Trump qui s'appelle Gabriel Noronha. Ils leur ont dit, c'est deux, trois délégués qui assistent actuellement à Vienne aux tractations, lui ont dit qu'on s'acheminait, je cite les termes, vers un véritable désastre, à Vienne, un désastre total, a expliqué l'un d'eux, puisque, si vous voulez, ce sont les Russes qui mènent la danse
à Vienne, à la fois parce qu'ils veulent un accord, mais ils veulent pas que cet accord leur soit défavorable, et que aussi parce que l'Occident et les Américains ont déjà été prêts à d'énormes concessions, comme par exemple le fait de laisser les Iraniens actionner des centrifugeuses qui donc fabriquent de l'uranium en grande quantité, des centrifugeuses ultra modernes, alors qu'elles ont été empêchées jusque-là de fonctionner, et que donc on va vers une capitulation du point de vue des Américains qui serait totale, à tel point d'ailleurs que justement plusieurs membres de la délégation, sans doute ceux qui ont parlé à ce Norona, eh bien, ont démissionné et sont partis de Vienne pour marquer leur désaccord. Ça sonne assez négatif, cet écho-là de ce qui se passe à Vienne. C'est que non seulement les Américains veulent arriver à un accord, mais qu'ils sont prêts à toutes les concessions pour cela. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est bien possible. Il faut aussi se souvenir du fait qu'il ne s'agit pas de négociations entre les Américains, les délégations américaines et iraniennes. Il s'agit d'un genre shuttle diplomacy en anglais, comme on l'appelle, c'est-à-dire que la délégation américaine parle avec les délégations européennes et la délégation russe. Et après, on passe aux Iraniens, et les Iraniens font de même. Et c'est ça. Donc, les Américains ont besoin des Russes et aussi des Européens pour gérer ces négociations. Il ne s'agit pas de négociations directes. Et en principe, oui, c'est bien possible parce qu'on ne sait vraiment que la position de Biden. Tandis qu'on sait très bien que le chef de la délégation américaine, Rob Malley, il est obsédé par l'idée d'avoir un accord avec l'Iran à tout prix, coûte que coûte. Ce n'est pas nouveau. Rob Malley, c'est quelqu'un qui s'est préconisé pour les pourparlers avec Hamas, c'est un rejeton des Juifs français qui soutenait FLN et qui était communiste. En Algérie. Viscéralement antisioniste aussi. C'est pas quelqu'un juste un Américain qui joue à la diplomatie. Et ce qui est plus grave, que la plupart de hauts fonctionnaires américains ou même soi-disant experts de quelque chose, de quoi que ce soit, France, Israël, Iran, la Russie, ne maîtrisent jamais la culture et la langue russe, persan ou même l'hébreu. Et ils ont toujours, on peut voir qu'après la visite éclair de Bennett à Moscou, qui est un événement très extraordinaire, mais il est parti Shabbat, donc on a pu voir que la nouvelle n'a jamais apparu, et corrigez-moi si je me trompe, à la une de grands journaux français ou européens ou américains. Pourquoi? Parce que aussi il y a un bon juif comme un petit Jésus Zelensky qui est souffrant, qui fait face à l'agression russe. Il y a le mauvais juif Bennett, Netanyahu ou quoi que ce soit, parce qu'Israël est un mauvais juif, c'est celui qui se préoccupe des juifs, des intérêts juifs, c'est mauvais. Et c'est pour ça que vous pouvez voir aussi dans les grands journaux français se demandent mais qu'est-ce qu'Israël fait? Pourquoi Israël ne fait pas assez? Comme si c'était le rôle d'Israël de sauver l'Ukraine et pas celle de la France. Et on peut voir aussi finalement zéro, mais littéralement zéro compréhension pour les besoins spécifiques d'Israël dans ces conflits
de la part les médias mondiaux, on peut dire. Est-ce que les Russes ne jouent pas un jeu très sophistiqué dans ce link entre donc l'Ukraine et les pourparlers de Vienne, en essayant cette fois d'apparaître comme responsable, et on risque, d'après vous, on risque pas d'assister à un retournement de situation où ce sont eux qui vont se porter à l'encontre d'ailleurs des Américains pour des clauses un peu plus dures de l'accord vis-à-vis des Iraniens, dans la mesure où ils veulent aussi montrer que il reste un État sérieux avec lequel il faut, sur lequel on peut miser, et ils vont peut-être, bizarrement, à la place des Américains, contraindre, d'après vous, peut-être les Iraniens à certaines concessions, à la place des Américains, justement. Est-ce que c'est possible, ça? J'ai du mal, comme je viens de dire, les Russes ne peuvent pas contraindre les Iraniens en quelque chose, même s'ils veulent, parce que c'est à cause de la nature de relation entre les deux pays. Mais je dirais pas non plus que le jeu russe est très sophistiqué. Le jeu russe, en fait, est très simple. Tout est écrit. Poutine disait à plusieurs occasions que l'Ukraine n'a pas les droits d'exister parce qu'elle est une entité factice. Et de la même façon, ils savent très bien, ils disent dans les journaux, dans les médias russes, qu'ils considèrent l'Occident comme faible, impotent, qui ne peut rien faire. Il est dépourvu de forces militaires, ce qui est partiellement vrai. Et ils savent que sauf sauf indignation dans les médias, C'est ça. rien ne veut se produire. Donc, il n'y a rien de sophistiqué, juste que les Russes lisent très bien l'Occident sans être sophistiqués intellectuels, tandis que l'Occident, qui ne cesse de plonger dans ses idées reçues à propos du monde, à propos de toutes choses possibles, il ne peut pas lire correctement les Russes. Eh bien, merci Alexandre pour ces analyses assez expertes et approfondies. Merci du temps que vous avez consacré au Studio Kalita. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. À bientôt.